Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le carrefour de l'info. On est ensemble jusqu'à 17h. À la une, aujourd'hui, la mort de Simon Gauthier. Le corps du Français a été retrouvé hier soir dans un ravin au sud de Naples. Sa famille évoque une mobilisation trop tardive. 9 jours après son dernier appel à l'aide, une enquête a été ouverte. Rentrée diplomatique pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État reçoit le président russe Vladimir Poutine cet après-midi au fort de Brégançon. Une visite à quelques jours du G7 dont la Russie est exclue depuis 2014. Les précisions avec Loïc Signor. Réouverture aujourd'hui du chantier de Notre-Dame de Paris. Les travaux étaient suspendus en raison de risques de contamination au plomb. La décontamination est toujours en cours. On retrouvera sur place Antoine Besson avec Sacha Robin. Et puis on s'intéressera à ce nouveau défi relevé dans les banlieues, nettoyer les rues de son quartier. Sur les réseaux sociaux, les différentes cités se défient pour savoir qui récoltera le plus de déchets. Une bonne action qu'on a suivie à Sartrouville ce week-end. Mais d'abord donc la mort de Simon Gauthier. Le corps du Français de 27 ans a été retrouvé hier soir au fond d'un ravin dans le sud de Naples. Les équipes parties à sa recherche n'auront donc pas réussi à le retrouver à temps, ce qui pose cette question. Les secours ont-ils mis trop de temps avant d'intervenir? Le jeune homme avait appelé à l'aide avec son téléphone il y a déjà 9 jours. Une enquête est ouverte. Retour sur les faits avec Laszlo Gelabert. Tout commence le 9 août. Avec son téléphone portable, Simon Gauthier appelle le 112, numéro d'appel d'urgence européen. Il déclare être tombé d'une falaise et s'être cassé les 2 jambes, sans pouvoir dire où il se trouve, au milieu de nulle part sur la côte, selon lui. Le jeune étudiant de 27 ans vivait depuis 2 ans à Rome pour rédiger une thèse d'histoire de l'art. Il avait prévu une randonnée en solitaire, au sud de Naples, à Policastro Buoncentino, où des images de caméras de surveillance le montrent à la gare, le jeudi 8 août. Peu avant son départ, il avait envoyé une photo à ses proches, son sac à dos, avec de l'eau, des vivres et un livre. Mais selon l'entourage du randonneur, les secours ont mis du temps à réagir. Le premier hélicoptère décolle 28 heures après son appel d'urgence et les équipes à terre sont peu nombreuses pour une zone de recherche difficile d'accès de plus de 140 km². Vendredi, soit une semaine après son appel, un communiqué du Quai d'Orsay assure que d'importants moyens matériels et humains sont déployés, survol par hélicoptère et drone, patrouille depuis la mer, équipe de spéléologues pour explorer les nombreuses falaises de la région. Des renforts arrivent le lendemain, équipe de pompiers spécialisés, équipe cynophile, membres des secours alpins. Hier, dans l'après-midi, les secouristes retrouvent des traces de sang sur un des sentiers. Le corps de Simon Gauthier est finalement découvert dans un ravin quelques heures plus tard. Emmanuel Macron joue les médiateurs. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Objectif pour le président de la République, réchauffer les relations entre la Russie et les grandes puissances mondiales. 5 jours avant le sommet du G7 dont la Russie est exclue depuis 2014. Les enjeux de cette rencontre avec Loïc Signor. Lorsque l'hélicoptère militaire russe se posera aux alentours de 16h30 cet après-midi, Vladimir Poutine foulera le sol du fort de Brégançon pour la première fois depuis son élection en 1999. Il faut dire que l'Élysée-sur-Mer, comme on baptise parfois ce fort, a rarement été utilisé comme un théâtre diplomatique par les différents chefs d'État français, seulement quand il y avait une crise. François Mitterrand, par exemple, englué dans l'affaire du Rainbow Warrior, y avait reçu son homologue allemand, le chancelier Helmut Kohl. Ou alors en 2004, c'est Jacques Chirac qui a reçu l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, alors que la relation entre les deux pays était des plus tendues. Déjà l'année dernière, Emmanuel Macron avait utilisé ce caillou posé sur la mer Méditerranée pour y recevoir l'ancienne première ministre britannique Theresa May dans l'indébloquable dossier du Brexit. Alors pourquoi y recevoir Vladimir Poutine aujourd'hui? Eh bien parce que nous sommes à une semaine de l'ouverture du G7 français à Biarritz, un sommet dont est exclue la Russie depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. C'est donc une manière pour le président français d'associer, même de loin, Moscou aux discussions sur la situation en Syrie ou en Iran et prendre de l'avance dans les discussions qui auront lieu avec les autres leaders le week-end prochain à Biarritz. Même si à l'Elysée, on ne se fait aucune illusion sur les résultats, il n'y en aura pas d'immédiat, prévient-on, dans l'entourage du président de la République. C'est une manière de retisser le lien avec Moscou, trop abîmé selon l'entourage d'Emmanuel Macron ces dernières années.
Alors, cette visite marque la rentrée politique d'Emmanuel Macron, semaine chargée pour le chef de l'État. Pour en parler avec nous, Florian Tardif, journaliste politique à CNews. Bonjour Florian. Alors, le président va devoir remettre le bleu de chauffe sur les dossiers brûlants, la réforme des retraites, avec surtout un premier conseil des ministres mercredi. Effectivement, premier conseil des ministres pour le gouvernement avec ces deux mots, agilité et souplesse. Ce sont certainement les maîtres mots de cette rentrée, puisque la rentrée du gouvernement s'annonce particulièrement périlleuse, car si le grand débat national a permis à l'exécutif de libérer les ronds-points et de sauver ce score lors des élections européennes pour la majorité en arrivant second derrière le Rassemblement national. Le contexte social reste inflammable. En témoigne cette dizaine de manifestations déjà prévues en septembre. Les dossiers risqués sont nombreux, notamment celui des retraites, l'une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron, qui souhaite en finir avec les 42 régimes spéciaux. Le début des concertations entre le Premier ministre, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, et les partenaires sociaux auront lieu début septembre. Les dossiers s'annoncent explosifs car nombreux sont les assurés qui se voient déjà perdants. En témoigne cette discussion samedi entre le président de la République et une Française. Écoutez. Pour moi, cette réforme des retraites, c'est un vrai projet de société. Vous avez raison de la mener. C'est de dire le système actuel ne peut pas durer tel qu'il est. Et d'ailleurs, les jeunes n'ont plus confiance dans le système des retraites. Vous êtes jeune et vous me dites j'ai peur pour ma retraite. Ah ben moi je cotise déjà pour ma retraite à 28 ans. Mais pas seulement, parce que madame, elle a raison, elle dit moi je ne peux pas rester jusqu'à 67 ou 68 ans devant une classe. C'est vrai. Je vous dis qu'à 28 ans, je cotise déjà. Non. Et donc, il faut qu'on ait une durée de cotisation, qu'on pense en durée de cotisation peut-être plus qu'en âge. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui commence à 16 ans, il dit c'est pas juste. Alors, il y a la réforme des retraites, mais ce n'est pas le seul dossier brûlant. Effectivement, on voit l'inquiétude de ces Français face à la réforme des retraites. Le débat promet également d'être agité concernant la loi de bioéthique avec l'ouverture de la PMA pour tout un engagement de campagne, là encore, d'Emmanuel Macron. On l'a vu, il y a même débat au sein de la majorité puisque plusieurs députés ont montré leur réticence face à ce texte. Cette rentrée qui va également marquer la reprise des réunions d'arbitrage avant le bouclage du projet de loi de finances. Le gouvernement a promis une baisse d'impôts de 5 milliards d'euros pour les ménages d'ici l'année prochaine. Il va donc falloir équilibrer la balance pour trouver un point d'équilibre, une rentrée à risque donc pour le gouvernement qui se réunit mercredi à l'Elysée, conscient qu'il suffit d'une étincelle pour raviver le feu de la contestation. Merci beaucoup, Florian Tardif. L'Open Arms refuse la proposition de l'Espagne de l'accueillir au sud du pays. Le navire de l'ONG espagnole Proactiva, avec à son bord une centaine de migrants, indique être trop loin des côtes du pays pour pouvoir y accoster. Le bateau est actuellement toujours ancré au large de l'île de Lampedusa. L'ONG évoque une situation humanitaire catastrophique à bord. Laura Cambo. À bord de l'Open Arms, 107 migrants épuisés et excédés. Ils vivent dans la promiscuité la plus totale depuis maintenant 17 jours. Sous la pression, beaucoup craquent. Une situation explosive pour le fondateur de l'ONG qui a filmé ces images. Nous en parlons depuis des jours. Il y a des gens dans l'eau, des disputes, de la panique, des crises d'angoisse. De quoi d'autre avons-nous besoin? De morts? L'attente est difficile et chaque jour la tension monte d'un cran. D'après l'ONG Open Arms, les migrants secourus dans la mer sont clairement dans un état d'urgence humanitaire. Ceux qui ne sont pas morts dans la mer vont mourir ici, à bord d'Open Arms. C'est ça dont on a besoin. J'espère que les autorités vont agir. C'est insoutenable, insoutenable. Preuve du désespoir des migrants, ces 4 passagers complètement à bout se sont jetés à l'eau pour tenter de rallier l'île italienne de Lampedusa à la nage. L'opération a échoué. Ils ont été ramenés sur le navire. C'était la plus grande mobilisation depuis le début de la crise à Hong Kong. Hier, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues. Les manifestants pro-démocratie qui ont de nouveau fait face aux forces de l'ordre, cette fois-ci sans heurts. Le mouvement voulait avant tout prouver son caractère pacifique. Retour en images sur cette journée avec Marie Aubazac. Les menaces de plus en plus inquiétantes de Pékin n'ont pas entamé la détermination des Hongkongais. Hier, comme tous les week-ends depuis 2 mois, des dizaines de milliers d'habitants ont défilé pour montrer leur opposition au gouvernement local pro-Pékin et réclamer des réformes démocratiques.
C'est le gouvernement qui sème le chaos ici. Ils sont incapables d'écouter les demandes des manifestants et de la population depuis le mois de juin. C'est vrai, Hong Kong a basculé dans le chaos, mais parce que la ville est sur la voie de la démocratie. L'objectif de ce rassemblement, prouver que la mobilisation est toujours forte au sein de la population, alors que l'image des manifestants a été ternie la semaine dernière par des scènes de violence. Nous exprimons nos points de vue dans le calme, sans aucune violence, et c'est ce que le gouvernement veut. C'est donc le meilleur moment pour lui de répondre positivement à nos demandes. Face à cette contestation, Pékin est confronté à une remise en cause de son autorité et agite la menace d'une intervention de l'armée populaire de libération. Certains soldats chinois sont même déjà regroupés à Shenzhen, à quelques kilomètres de la frontière. Pékin essaie de faire pourrir la situation en utilisant énormément la propagande et la peur. Moi, j'y crois pas du tout. Pékin a encore absolument besoin de Hong Kong sur le plan économique. Pékin aussi s'apprête à fêter les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine le 1er octobre. Le calendrier ne lui est pas favorable. Avoir une intervention militaire maintenant qui se terminerait dans le sang à Hong Kong donnerait une image de la Chine extrêmement négative sur le plan international. 10 semaines après la première manifestation du 9 juin, le mouvement n'a presque rien obtenu de l'exécutif Hong Kong et pro-Pékin. Redémarrage aujourd'hui du chantier de Notre-Dame de Paris. Il avait été interrompu le 25 juillet dernier en raison des risques de contamination au plomb. La décontamination a commencé jeudi sur l'île de la Cité. Antoine Besson, vous êtes sur place pour CNews. Cette dépollution du site va évidemment se poursuivre, mais aujourd'hui, c'est aussi une phase de consolidation qui commence. Oui, retour des travaux après un mois d'arrêt justement sur le site de la cathédrale Notre-Dame. Et regardez sur ces images de Sacha Robin, vous pouvez voir que des grues sont sur place. Elles acheminent depuis 9h ce matin des préfabriqués que vous allez voir justement arriver par camion justement ici sur ces images. Elles vont être acheminées donc par ces grues. Et si on regarde plus à gauche, en haut de la cathédrale, on aperçoit des ouvriers qui sont déjà à l'œuvre pour justement quelques opérations très certainement pour rendre le haut de cette cathédrale, le cœur de ce chantier hermétique, justement avec la pose de plusieurs bâches. Et vous le voyez très certainement, ces ouvriers sont munis de masques de protection intégrale avec un recouvrement du visage entier et qui est relié par un tuyau ou relié avec un réservoir justement. Donc les précautions sont prises. L'inspection du travail a donné son feu vert évidemment pour la reprise des travaux en validant les dispositifs drastiques qui ont été mis en place sur le site avec des pédiluves, des douches, des tenues jetables ou encore des protocoles d'entrée ou de sortie du site avec des bâches. Tout est fait pour garantir évidemment au maximum la sécurité des personnes qui travaillent dans la cathédrale. Il y a une semaine, le ministère de la Culture a jugé d'une très grande nécessité la réouverture du chantier en mettant en avant un risque potentiel d'effondrement de l'édifice. Et justement, ce à quoi les ouvriers vont s'atteler dès aujourd'hui à la consolidation de Notre-Dame. Des cintres vont être placés sous les arcs-boutants. Des plafonds provisoires vont être installés au-dessus et en dessous de la voûte. Et l'échafaudage que vous voyez autour de la flèche va être démonté. Tout cela en évitant évidemment toute chute de pierre qui pourrait endommager la cathédrale ravagée par les flammes le 15 avril dernier. Une phase de consolidation complexe et longue. Les premiers travaux de restauration ne débuteront pas avant janvier 2020. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Antoine Besson. Merci aussi à Sacha Robin qui vous accompagne. Un nouveau phénomène maintenant dans les banlieues. Il s'appelle Février ta cité. L'objectif, relever le défi lancé sur les réseaux sociaux de nettoyer son quartier. Une incitation pour les jeunes à ne plus jeter et prendre conscience des enjeux environnementaux. Ce week-end, c'est Sartrouville, dans les Yvelines, qui a relevé le défi. Un sujet de Laura Cambeau. Canettes, emballage de nourriture, mégots, bouteilles en plastique, tout ce qui traîne doit être ramassé avec ses pinces à déchets. Si toi aussi tu vas voir ta cité briller, c'est le moment. Bah oui, ça va changer. Ma cité va briller, la cité des ânes va briller. Nettoyer sa cité, c'est le nouveau défi à la mode en banlieue parisienne. Le jeu s'appelle le Clean Challenge. Il a été lancé début août à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Il est aujourd'hui relevé par cette cité de Sartrouville. Donc on nettoie la cité et on défie une autre cité de le faire.
en lui donnant le nombre de sacs qu'on a collectés. Et voilà. Les habitants des cités se mettent au défi via les réseaux sociaux. Pour eux, une journée de ramassage de déchets, c'est l'occasion de lutter ensemble pour l'environnement. On essaie de relayer cette notion de civisme en fait pour les générations futures et pour que voilà que ça soit plus normal que dans une cité jeter c'est anodin. Plus qu'une bonne initiative, le Clean Challenge permet aussi de rassembler les habitants de la cité. C'est bien parce que ça permet de tous nous réunir, des enfants, des adultes. Le Clean Challenge s'est aussi exporté à Roubaix, Montpellier et Marseille. Il sera aussi relevé dans les prochains jours dans des cités de Nice, Saint-Étienne et Bordeaux. Et tout de suite, le JT Sport, on va revenir bien sûr sur la première défaite du Paris Saint-Germain. C'était hier soir face à Rennes.